Nouveau numéro de reporter sur France 24, direction le Bangladesh. Ce pays d'Asie a lancé il y a 2 ans une guerre totale contre la drogue qui déferle en provenance de Birmanie notamment. C'est une femme, Premier ministre du pays, qui a déclenché les hostilités et elle a manifestement donné carte blanche aux forces de l'ordre. Charles Emtaz, bonjour, vous êtes notre correspondant dans la zone. Cette guerre totale a déjà fait des centaines de morts parmi les trafiquants et la police est accusée par certains d'exécutions sommaires en toute impunité. C'est ce qui ressort de votre enquête. Oui, et je me suis intéressé à une petite ville au sud du pays, à la frontière birmane. Une rivière sépare les deux pays, c'est par là que la drogue arrive. Et là-bas, à Teknaf, eh bien, toutes les semaines, environ 2 personnes sont tuées, 2 supposés dealers. Et la police parle toujours de crossfire. C'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est ce qui m'a donné envie d'aller enquêter là-bas. D'ailleurs, dès le premier jour de mon arrivée, eh bien, il y a eu un double meurtre, un soi-disant crossfire, une fausse bataille rangée, qui en réalité, c'est l'objet de cette enquête, était une exécution sommaire. Merci beaucoup Charles, on vous retrouve donc juste après ce reportage sur ces exécutions sommaires organisées par la police au Bangladesh, reportage de Charles Emtaz. Cette histoire commence à Teknaf, tout au sud du Bangladesh. Comme toutes les semaines, le procureur de la ville va procéder à une arrestation. Un indique a dénoncé des drogués. Ils prennent du yaba, une méthamphétamine aux effets dévastateurs, très populaire en Asie. Bonjour messieurs. Ils sont là en train de prendre du yaba. Sortez-les d'ici. C'est avec ça qu'ils prennent le yaba. Quand vous sortirez, les mains en l'air. Au Bangladesh, cela s'appelle la justice à domicile. Un procès express sur les lieux du flagrant délit. La parole est au témoin. Je l'ai vu se droguer tant de fois, je veux témoigner. Je leur ai demandé tellement de fois d'arrêter de se droguer ici, c'est un quartier résidentiel. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? Pourquoi il est en train d'écrire là? Oui, en fait, comme vous l'avez vu, on les a arrêtés alors qu'ils consommaient de la drogue. On a besoin de 2 témoins et ainsi on peut les juger. Toi et toi, vous allez en prison pour 6 mois. Pour toi, c'est 4 mois de prison. Monsieur, j'ai pas pris le yaba. Menotte-les ensemble. Je suis venu ici pour mendier. C'est ça, dans une maison à yaba. Allez, lève-toi. Il aura fallu moins d'1 heure pour envoyer ces hommes derrière les barreaux. C'est une des mesures de la guerre contre la drogue voulue par la Première ministre. Je suis qu'un mendiant. Si les consommateurs s'en tirent avec de la prison, leurs fournisseurs n'ont pas toujours cette chance. Voici un dealer de yaba. Avec son métier, il risque bien pire que l'incarcération. La police essaie de nous tuer. Moi, je suis un Rohingya. Le gouvernement ne nous donne que du riz. C'est impossible de vivre avec ça. Alors on deal du yaba pour manger. Mais si la police nous attrape, ils nous tuent direct. On n'a pas d'armes. Ils disent qu'on a des pistolets, mais c'est faux. C'est parce qu'ils nous tuent qu'ils disent ça. On gagne $60 par jour. Comment acheter des armes? En 2019, les policiers de Teknaf ont tué 117 personnes, soit 2 meurtres par semaine. Toutes les victimes étaient accusées de deal de drogue. Aucune n'a eu le droit à un procès. Officiellement, les prévenus sont morts dans des batailles, des crossfires, comme on dit ici, des exécutions. Depuis que la Première ministre a déclaré la guerre contre la drogue, les crossfires se succèdent
et les victimes sont enterrées chaque jour au Bangladesh. Située à la frontière, Teknaf est la porte d'entrée du yaba produit en Birmanie. En 2018, les autorités en ont saisi 53 millions de pilules. Je vais arrêter le yaba. J'ai trop peur de me faire tuer par la police. Ils font des crossfire à tout le monde. Alors je me cache. À Teknaf, nous apprenons un matin que 2 suspects ont été tués. Un crossfire de plus prétend la police. Nous allons vérifier sur place, quelques heures à peine après la tuerie. C'est par où? C'est du côté du cimetière. C'est quoi le nom des victimes? Tu veux dire qui s'est fait tuer? Sohail et Nour. On nous a indiqué la maison d'une des victimes, un certain Mohamed Sohail, 27 ans. Sa famille vient d'apprendre sa mort. Sohail et sa femme venaient de rentrer au Bangladesh après avoir travaillé pendant des années en Malaisie. Leur fille a 3 mois. Au village, l'arrivée de la police a réveillé tout le monde. C'était à 3 heures du matin. L'exécution s'est déroulée un peu plus loin, dans un champ. C'était ici. Pas de corps, pas de douille de balles. Les preuves ont presque toutes disparu. Et l'autre victime s'est fait tirer dessus ici. Les policiers ont tiré une bonne quinzaine de fois. Combien de balles les gars ont reçu, je ne sais pas. Mais j'ai entendu une quinzaine de coups de feu. L'autre victime s'appelle Nour Hafez. Voisine de la scène de crime, Leïla a entendu ces derniers mots. On entendait les policiers demander aux prisonniers où est la drogue. Et les prisonniers répondaient « je ne sais pas ». Alors ils les ont emmenés dans les champs. Je l'ai entendu dire « pitié, ne me tuez pas, ne me tuez pas ». Puis ils se sont mis à tirer. Après la tuerie, on a vu les policiers chercher des balles au sol avec leurs lampes torches. Deux jours plus tard, le Bangladesh célèbre l'anniversaire de la guerre d'indépendance. L'occasion pour nous d'apercevoir le chef de la police, Pradip Kumar. Depuis son arrivée en poste, le taux de mortalité des accusés a grimpé en flèche. Vous êtes obligé de faire ces explosions aussi fortes? C'est comme ça qu'on fait, qu'est-ce que je peux y faire? Comment expliquer que Nour Hafez et Mohamed Sohail, 2 prisonniers sous écrou et sous sa responsabilité, aient pu être tués? Le commissaire est hésitant. Que dire à des journalistes étrangers? Quand on est allé là-bas, des terroristes ont attaqué la police et la police a dû aussi... Ouais, la police les a aussi... La police a fait quoi? La police les a protégés. Et puis on les a capturés. On a appréhendé les deux terroristes là-bas. Et on a agi selon la loi contre eux.
Il y a eu des policiers blessés? Oui, des officiers de police ont été aussi blessés par les terroristes. Les policiers se font soigner à l'hôpital. Parler de policiers blessés, c'est la base pour évoquer un crossfire, une bataille. Car la police prétend toujours que les dealers sont armés. Pour en savoir plus, nous sommes allés voir les officiers présents le soir de la tuerie. Les voici qui font des contrôles routiers à la recherche de yaba. Bonsoir, c'est un contrôle, descendez. Quelle est leur version et qu'ont-ils à nous dire sur le policier blessé qu'évoquait leur chef? Est-ce qu'on peut rencontrer le policier qui a été blessé? C'est quoi son nom? Ils reçoivent des traitements. Ils ont reçu des traitements, maintenant... Son nom? C'est l'officier Kamroul Zaman. Peut-être, je crois que c'est l'officier Kamroul Zaman et l'officier Bichas et notre troisième collègue, on ne sait plus son nom. 3 policiers blessés, c'est donc 2 de plus que ce qu'avait dit leur chef Pradip Kumar. Les versions ne correspondent pas. Nous allons vérifier à l'hôpital de Cox's Bazar pour voir s'il ne s'agit pas en fait de blessés imaginaires. Le docteur Abdul Rahman travaille avec les forces de l'ordre. Il nous répond. Récemment, vous avez eu des policiers blessés? Non, pas ce mois-ci. Ça arrive, mais pas récemment. Pas si souvent. Et quel genre de blessures ont les policiers? Principalement des cas accidentels. Mais on n'a pas eu de blessures par balle. Rien dans ce genre. Rien dans ce genre récemment? Non. Dans les registres de l'hôpital, aucune trace non plus des policiers blessés. Les vraies victimes, Noura Fez et Sohel, ont été prises en photo au moment de leur arrestation, 24 heures avant leur mort. Nous avons demandé à un médecin légiste d'étudier leurs blessures par balle. La répartition des blessures par balle ne correspond pas à un crossfire. Vous pouvez expliquer pourquoi? Eh bien, dans un crossfire, les gens sont généralement touchés car il y a beaucoup de balles venues de toutes les directions. Dans ces cas-là, on peut le voir avec des blessures aux bras, aux jambes, à la tête. Mais ce qu'on voit ici, c'est un tir centré et massif. Ce que je veux dire par là, c'est que seule la partie supérieure du corps est touchée par les balles. Présente le jour de l'arrestation, la femme de Noura Fez a été prévenue d'emblée par la police. Quand les policiers ont attrapé mon mari, j'étais avec lui. Je leur ai montré mon enfant. J'ai dit, il a 20 jours. J'ai supplié, ne lui faites pas un crossfire. J'ai demandé leur pitié. Ils m'ont répondu, ce n'est pas possible de le laisser en vie. Ils l'ont dit en face de moi, j'ai bien entendu. Si vous voulez sa vie sauve, il faudra payer 1 million de Daka. Viens avec nous, on verra si on t'offre notre pitié. Le racket par les forces de police est également un classique au Bangladesh. Depuis le déclenchement de la guerre contre la drogue, l'impunité est totale pour les forces de l'ordre. En 1 an et demi, près d'1 millier de Bangladais ont été exécutés sans procès. On retrouve Charles Mtaz en duplex. Charles, est-ce que des voix s'élèvent au Bangladesh pour dénoncer cette violence ? Peu de voix s'élèvent car ces voix qui s'élèvent sont muselées. Les opposants sont souvent arrêtés, menacés par la police, menacés par la justice. Mais il y a un homme qui va s'exprimer. Il a été menacé, mais il dirige cette ONG qui recense tous ces assassinats, toutes ces exactions, toute cette violence d'État. La situation au Bangladesh, c'est celle de l'état d'urgence. Rien ne marche indépendamment. Ni la justice, ni les forces de l'ordre, ni les médecins légistes qui font les autopsies.
ni même les journalistes, sponsorisés par l'État, ou même des organismes nationaux de défense des droits de l'homme. Ils travaillent tous ensemble. Alors Charles, la région où vous vous êtes rendu pour faire ce reportage est une région très particulière, frontalière de la Birmanie. On sait qu'en Birmanie, la population des Rohingyas a été chassée et se retrouve aujourd'hui dans des camps dans cette région du Bangladesh. Est-ce qu'on peut faire un lien et est-ce que les Rohingyas sont particulièrement ciblés par cette répression ? Il y a 1 million de Rohingyas dans cette région frontalière. C'est une présence qui est très surveillée par l'État. Ce sont des Rohingyas qui sont enfermés dans les camps, qui n'ont pas le droit de sortir, mais certains, pour gagner de l'argent, puisqu'ils n'ont pas d'autres moyens, dealent de la drogue. Ce n'est évidemment pas le cas de tous. Il n'y a d'ailleurs pas que les Rohingyas qui dealent de la drogue, mais c'est vis-à-vis de la police une population particulièrement vulnérable. Elle ne peut protester quand il y a un meurtre. Et par exemple, ce fut le cas dans le reportage où il y avait une victime Rohingya et une victime bangladaise. Charles, qu'est-ce qui est prévu pour les familles de victimes ? On a vu dans votre reportage cette jeune mère de famille. Absolument rien n'est prévu. Ils deviennent des parias. Souvent, dans ce système traditionnel, c'est l'homme qui apporte le salaire. Sa disparition signifie un appauvrissement systématique pour les veuves, parfois pour la famille plus élargie que cette personne faisait vivre. Ils sont également menacés par la police et il n'y a du côté de la justice absolument aucun espoir. Aucun espoir, dit-on, tant que le système ne changera pas. Charles Emtaz, correspondant de France 24 en Asie. Merci Charles, c'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.